je vais évoquer deux grands noms de la philosophie qui se sont positionnés en faveur de la liberté de pensée et d'expression, mais ceux-ci ont toutefois divergé quant à la moralité de l'action qui doit ou non découler de la concrétisation de la liberté de pensée. Le premier philosophe est Emmanuel Kant, figure de référence des Lumières du XVIIIe et dont nous évoquerons un texte de 1786 qui est donc antérieur à la Révolution française de 1789. Le second philosophe est John Stuart Mill, figure de référence de l'utilitarisme du XIXe siècle et dont nous évoquerons un texte de 1859. Le texte de Mill est donc postérieur à la Révolution française et surtout postérieur à la période dite en France de la Terreur en 1792 et 1794. L'article de Kant s'intitule « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Ce texte de Kant est lié à un conflit qui, en cette fin du XVIIIe siècle, eut un immense retentissement sur la philosophie allemande, la querelle du panthéisme. L'origine de cette querelle fut une accusation de spinozisme qui avait été jetée par le philosophe Jacobi contre l'écrivain Lessing, qui était une des gloires de l'Aufklärung, des Lumières allemandes. Or, comme dit Alexis Filonenko, quiconque connaît l'horreur qui s'attache à la pensée de Spinoza au XVIIIe, l'athéisme entre autres, comprendra la gravité de la situation. Avec Lessing, c'est l'Aufklärung tout entière qui est atteinte. En réalité, comme le rappelle Filonenko, la fin poursuivie par Jacobi était alors de détruire l'unité de la raison et de la religion, l'unité de la logique et de la foi qui était propre au théisme de l'Aufklärung, dont Kant était aussi un grand représentant. C'est donc du sein même de la querelle du panthéisme qu'en 1786, Kant fit part de son point de vue sur la liberté d'expression et de pensée. Rappelons d'abord que dans un article intitulé « Was ist Aufklärung ?» publié en 1784, Kant avait donné la définition suivante des Lumières, je le cite. Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. Et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est donc la devise des Lumières. Fin de citation. Ensuite, en 1786, Kant rappela, en premier lieu, qu'à la liberté de penser s'oppose la contrainte civile. On lui objectait toutefois que la liberté de parler ou d'écrire peut nous être ôtée par une puissance supérieure, mais non pas la liberté de penser. Argument auquel Kant répondait, je le cite, « Mais penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas en commun avec d'autres qui nous font part de leurs pensées et auxquels nous communiquons les nôtres ?» Aussi Kant maintenait que cette puissance extérieure qui enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leurs pensées, leur ôte également la liberté de penser. Bref, pour Kant, liberté d'expression
et liberté de pensée étaient indissociables. En second lieu, Kant soulignait que cette liberté de pensée est aussi prise au sens où elle s'oppose à la contrainte exercée sur la conscience. C'est, expliquait-il, ce qui se passe lorsqu'en matière de religion, des citoyens se posent en tuteurs à l'égard d'autres citoyens et qu'au lieu de donner des arguments, ils s'entendent au moyen de formules de foi obligatoires et en inspirant la crainte poignante du danger d'une recherche personnelle à bannir tout examen de la raison. En troisième lieu, il fallait également noter, selon Kant, je le cite bien sûr, que la liberté de penser signifie que la raison ne se soumet à aucune autre loi que celle qu'elle se donne à elle-même. Et son contraire, c'était la maxime d'un usage sans loi de la raison, afin d'espérer voir plus loin qu'en restant dans les limites des lois de la raison. Notez bien ce point central dans la philosophie de Kant, la liberté de penser signifie que la raison se soumet à une loi, mais à une loi qu'elle se donne à elle-même. Et Kant précisait à ce propos que si la raison ne veut point être soumise à la loi qu'elle se donne à elle-même, alors il fallait qu'elle s'incline sous le joug des lois qu'un autre lui donne. Pourquoi ? Car, expliquait Kant, sans la moindre loi, rien, pas même la plus grande absurdité, ne pourrait se maintenir bien longtemps. En effet, pour Kant, la conséquence inévitable de l'absence explicite de loi dans la pensée, la conséquence inévitable d'un affranchissement des restrictions imposées par la raison, était que la liberté de penser y trouve finalement sa perte. Une perte qui n'était pour lui nullement la faute d'un malheur quelconque, mais bien au contraire la faute d'un véritable orgueil, disait-il, de la raison humaine. Et dans ce cas, selon Kant, la liberté est perdue par étourderie au sens propre de ce terme. Kant ajoutait que cette indépendance de la raison à l'égard de son propre besoin de loi se nommait incrédulité, ou le fait de renoncer à la croyance rationnelle. Notons qu'il s'agissait pour Kant, je le cite, d'un état pénible de l'esprit humain. Pénible car, selon lui, cette incrédulité, je le cite, ôte aux lois morales toute leur force comme mobile du cœur et toute autorité. C'était un état pénible car cette incrédulité suscite, je le cite, une façon de penser qu'on appelle impiété, c'est-à-dire le principe de ne plus admettre aucun devoir. Et c'est alors, écrivait Kant, que, je le cite, l'autorité intervient pour empêcher que les affaires civiles ne tombent dans le plus grand désordre. Et comme selon lui, le meilleur moyen est le plus prompt et le plus efficace, alors l'autorité enlève la liberté de penser et soumet cette affaire, comme toutes les autres, au règlement du pays. Bref, concluait Kant, la liberté de penser, quand elle va jusqu'à vouloir s'affranchir des lois mêmes de la raison, finit par s'anéantir de ses propres mains. En résumé, comme disait Kant, je le cite, « Admettrez ce qui vous paraîtra le plus digne de foi
après un examen attentif et loyal, mais que cette liberté de penser n'aille pas jusqu'à l'impiété, c'est-à-dire, dans les termes de Kant, jusqu'à ne plus admettre aucun devoir moral dans l'action. Et si tel était le cas, alors, selon Kant, l'autorité devait enlever la liberté de penser et soumettre cet état pénible de l'esprit humain au règlement du pays. L'ouvrage de John Stuart Mill s'intitule « De la liberté ». Il date de 1859. Né en 1806, 2 ans après le décès de Kant, Mill appartient à une autre génération que ce dernier. De ce fait, la génération de Mill s'est plus heurtée au problème de la société post-révolutionnaire, à savoir, selon le philosophe Pierre Bourretz, au problème posé par la présence, au cœur de la Révolution française, d'un mécanisme de transformation du principe démocratique en structure d'oppression en raison d'une simple translation du pouvoir maintenu en son absoluité. Et on relève en effet chez Mill ce type d'intuition au sujet de la terreur comme archétype des dérives possibles de la politique moderne. Ainsi, lorsque Mill aborda en 1859 la question de la liberté, c'est bien cette tension entre autorité sociale et indépendance individuelle qui initia ces réflexions. Dans le chapitre de son livre intitulé « De la liberté de pensée et de discussion », Mill invitait donc son lecteur à supposer, primo, que le gouvernement ne fasse qu'un avec le peuple, et à supposer, secondo, que ce gouvernement ne songe jamais à exercer aucun pouvoir de coercition, à moins d'être en accord avec ce qu'il estime être la voix du peuple. Objection immédiate de Mill, je le cite, « Je refuse au peuple le droit d'exercer une telle coercition, que ce soit de lui-même ou par l'intermédiaire de son gouvernement, car ce pouvoir est illégitime. » En effet, pour Mill, qui défendait clairement la liberté d'expression, si tous les hommes, moins un, si tous les hommes, moins un, partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci d'imposer silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. Pour Mill, ce qu'il y avait ici de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'était que cela revenait à voler l'humanité. Et ce, davantage encore pour les détracteurs de cette opinion que pour ses détenteurs. Que veut-il dire? En effet, expliquait Mill, si l'opinion est juste, on prive les détracteurs de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ces détracteurs perdent un bénéfice presque aussi considérable, à savoir une perception plus claire et une impression plus vive de leur vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Bref, comme disait Mill dans Le chef de certains, refuser d'entendre une opinion sous prétexte qu'ils sont sûrs de sa fausseté, c'est présumer que leur certitude est la certitude absolue. Ou pour le dire autrement, étouffer une discussion, c'est s'arroger l'infaillibilité. Or, comme le soulignait Mill, que je cite, il existe une différence extrême
entre présumer vrai une opinion qui a survécu à toutes les réfutations et présumer sa vérité afin de ne pas en permettre la réfutation. Ainsi, pour Mill, la liberté complète de contredire et de réfuter notre opinion est la condition même qui nous permet de présumer sa vérité en vue d'agir. C'est là, dit-il, la seule façon rationnelle donnée à un être doué de facultés humaines de s'assurer qu'il est dans le vrai. Ajoutons que Mill considérait que ce qu'il y a dans la morale privée de grandeur d'âme, de dignité personnelle, voire de sens de l'honneur, ne nous vient pas selon lui du versant religieux, mais du versant purement humain de notre éducation. Bref, comme disait Mill, je le cite, « Je ne prétends pas que l'usage le plus illimité de la liberté d'énoncer toutes les opinions possibles mettrait fin au sectarisme religieux ou philosophique. Mais cela étant, il maintenait l'idée suivante, je le cite, « Rien chez un juge n'est plus rare que la faculté de rendre un jugement sensé sur une cause où il n'a entendu plaider qu'un seul avocat. » Selon Mill, la vérité n'a de chance de se faire jour que dans la mesure où chacune de ses facettes, chacune des opinions incarnant une fraction de vérité, trouve des avocats et les moyens de se faire entendre. En résumé, Mill soutenait donc la nécessité, pour le bien-être intellectuel de l'humanité, de la liberté de penser et de la liberté d'expression à l'aide des trois raisons suivantes. Premièrement, une opinion qu'on réduirait au silence peut très bien être vraie. Le nier, c'est affirmer sa propre infaillibilité. Deuxièmement, même si l'opinion réduite au silence est fausse, elle peut contenir une part de vérité. Et puisque l'opinion dominante sur n'importe quel sujet n'est que rarement toute la vérité, ce n'est donc que par la confrontation des opinions adverses qu'on a une chance de découvrir le reste de vérité. Troisièmement, si l'opinion reçue est bien toute la vérité, on la professerait néanmoins comme une sorte de préjugé sans en comprendre ses principes rationnels si cette vérité ne pouvait être discutée vigoureusement et loyalement. Après cette justification de la liberté de pensée et d'expression, il restait à Mill à examiner si les hommes et les femmes sont libres d'agir selon leurs opinions, selon leur liberté de penser. Dans les chapitres intitulés « De l'individualité comme l'un des éléments du bien-être » et « Des limites de l'autorité de la société sur l'individu », la position de Mill est claire. Je le cite. « Les hommes, dit-il, sont libres d'appliquer leurs opinions à leur vie sans que leurs semblables les en empêchent physiquement ou moralement. Bien entendu, à une condition naturellement indispensable, selon Mill, tant que leur liberté ne s'exerce qu'à leurs seuls risques et périls. Personne, expliquait Mill, ne soutient que les actions doivent être aussi libres que les opinions. Cela dit, selon lui, même les opinions perdent leur immunité lorsqu'on les exprime dans des circonstances telles que leur expression devient
une instigation manifeste à quelque méfait. Bref, pour Mill, les actes de toute nature qui, sans cause justifiable, nuisent à autrui peuvent être contrôlés et, dans les cas les plus graves, ils le doivent, dit-il, par la réprobation et, si nécessaire, par une intervention active des gens. Notons dès ici, par comparaison, que le point de vue de Mill est différent de celui de Kant. Pour Kant, c'est lorsque notre façon de penser en vient à ne plus admettre aucun devoir moral que, selon lui, l'autorité doit intervenir afin d'empêcher que les affaires civiles ne tombent dans le plus grand désordre. Et c'est alors que l'autorité enlève, disait-il, la liberté de penser. Tandis que pour Mill, je le cite, la liberté de l'individu doit être contenue dans cette seule limite, il ne doit pas nuire à autrui. En effet, expliquait Mill, dès lors qu'un individu s'abstient d'importuner les autres et qu'il se contente d'agir suivant son inclination et son jugement dans ce qui ne concerne que lui, dans ce cas, dit-il, les mêmes raisons qui montrent que l'opinion doit être libre prouvent également qu'on devrait pouvoir, sans vexation, mettre son opinion en pratique à ses propres dépens. Pour le dire autrement, aux yeux de Mill, je le cite, les devoirs envers soi-même ne constituent pas une obligation sociale, à moins que les circonstances n'en fassent simultanément des devoirs envers autrui. Notez pour finir que ce rejet par Mill de la notion de devoir envers soi-même est à nouveau opposé à la position kantienne. Comme l'affirma Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs de 1785, nous avons des devoirs envers autrui, mais nous avons aussi des devoirs envers nous-mêmes. Pour Kant, il y a une morale intrapersonnelle. Vous devez toujours traiter dans la personne d'autrui, mais également dans votre propre personne, l'humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Là où, au contraire, Mill considère, je le cite, que sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Et que le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Conclusion provisoire. Partie d'une même défense de la liberté d'expression chez Kant et Mill, nous aboutissons à deux positions contrastées quant à notre liberté d'agir en fonction de notre liberté de penser. Cela étant, seule la libre expression publique et la libre confrontation rationnellement argumentée de ces deux positions devraient nous permettre de faire progresser notre entendement en la matière. Un progrès auquel l'affirmation dogmatique de l'infaillibilité d'une des deux options ne peut par contre absolument pas contribuer. Comme disait Mill, il existe une différence extrême entre présumer vraie une opinion qui a survécu à toutes les réfutations et présumer sa vérité afin de ne pas en permettre la réfutation. Ajoutons que cette remarque vaut bien entendu pour Mill comme elle vaut pour Kant. Je vous remercie.